Bonjour tout le monde. Quand on voit le titre de la vidéo, on peut se dire « Mais quel rapport avec l'astronomie ?» Je veux qu'on me parle d'astéroïdes tueurs et autres trucs spatiaux exotiques. Ça, je peux le comprendre. Mais nous, on va s'inscrire dans une démarche progressive, histoire d'accumuler de bons outils théoriques dans un ordre logique. Et pour comprendre l'univers, eh bien ça peut être pas mal de commencer par comprendre de quoi il est composé. Et il est composé de matière notamment. Alors, je préviens, cette vidéo va être assez dense, mais rassurez-vous, rien de méchant. Car comprendre la matière, c'est aussi comprendre le contenu de l'univers. On verra par la suite que ça nous aidera à appréhender pas mal de concepts astro. Mais d'abord, c'est quoi la matière au juste? Intuitivement, on se dit que c'est toute chose ayant une matérialité, notamment les choses palpables. Un chat, une théière, un ballon, moi, une feuille, de l'eau, etc. C'est vrai, mais c'est une approche restreinte. On va élargir en disant que c'est tout ce qui a une masse et un volume. On développera ces notions ultérieurement quand on parlera de la gravitation. Autrement dit, quelque chose qui peut être lourd, léger, quelque chose qui occupe une petite ou une grande place dans l'espace. La matière est susceptible de mutation par changement d'état. L'eau, par exemple, peut être gazeuse au lieu d'être liquide, ou encore la roche peut être liquide au lieu d'être solide, à l'instar de la lave. C'est le domaine de la chimie que d'étudier ces diverses transformations. Quand on analyse la matière à des échelles extrêmement petites, on parvient à identifier ses différentes composantes. Il y a notamment le célèbre atome. Retenez pour l'instant que la matière est composée d'éléments invisibles à l'œil nu en raison de leur taille, éléments qu'on appelle particules. On s'intéressera donc aujourd'hui en détail à la composition de la matière. Ça devrait nous changer de la dernière fois où on avait eu la folie des grandeurs. Pour ce qui est de l'origine de la matière, quand elle est née, l'origine de l'univers, l'origine de tout en quelque sorte, eh bien, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo qui sera sur le Big Bang. Alors, petite annonce, c'est dès maintenant que l'on va, sans le savoir, tout doucement nous équiper afin d'appréhender l'origine de la vie, ce qu'elle est, et ensuite un jour aborder la vie possible hors de la Terre. Bref, en avant pour une plongée dans l'infiniment petit. L'atome, on l'a dit en préambule, est petit. Très petit. Du coup, vous vous doutez bien que sa découverte n'est pas ancienne. En effet, comment percevoir l'imperceptible? Chronique d'une découverte passionnante. On retrouve dès la période antique des traces en Grèce d'une intuition de ce petit truc qui deviendra plus tard l'atome, notamment avec les philosophes pré-socratiques, donc ayant vécu avant Socrate, au 5e siècle avant notre ère. Parmi eux, il y a un dénommé Démocrite. Il effectue une expérience de pensée. Il part du postulat que la matière est composée de grains indivisibles, sorte de briques élémentaires. Intéressant. Et qu'adviendrait-il si on tentait de diviser encore et encore un de ces grains? Eh bien, il deviendrait à un moment donné extrêmement petit, indivisible, insécable, qu'on ne peut pas couper. Autrement dit, en grec, atomos, atome. Je vais vous illustrer ça à ma manière. Prenez de la matière, comme une feuille de papier par exemple. On va faire quelque chose d'assez similaire avec. Pliez-la en deux, puis encore et encore. À terme, vous constaterez que non seulement elle rapetisse, mais aussi qu'il n'est plus possible de la plier, de la réduire. En principe, elle est irréductible au-delà de 7 pliages. Démocrite va encore plus loin. Il énonce qu'il est possible que ces grains insécables, ces atomos, se lient entre eux les uns les autres pour constituer la matière au moyen de crochets, d'où les atomes crochus. La vision de Démocrite est déjà prometteuse pour l'époque. Par la suite, d'autres personnalités vont s'associer à cette idée ou proposer quelque chose s'y apparentant, tel que l'auteur romain Lucrèce ou bien l'érudit italien Giordano Bruno. Pendant les millénaires qui suivent l'Antiquité, il n'y a pas beaucoup de découvertes majeures. On a bien les célèbres alchimistes, ceux qui tenteront entre autres d'altérer la matière pour transformer le plomb en or, comme prétendument Nicolas Flamel et sa pierre philosophale. Oui,
ce n'est pas tout à fait de la fiction de sorcier. Émerge toutefois bien de réels ralliements la théorie atomiste de la matière, mais également la notion de corpuscules, qui auront par exemple la sympathie de Newton. On pourra citer aussi, et surtout, un essor de la chimie, avec Lavoisier, scientifique français célèbre, notamment pour son principe énonçant que lors des changements d'état de la matière, rien ne se perd, rien ne se crée, mais tout se transforme. Il y a conservation de la matière. Ça, c'est en réalité la formule moderne simplifiée, formule qui lui est attribuée parce qu'il est parvenu expérimentalement à constater ce phénomène. En vérité, Anaxagore, un autre présocratique, avait déjà eu l'intuition d'une telle conservation dans la mutation de la matière. En tout cas, c'est un apport tellement important à l'époque, au XVIIIe siècle, que Lavoisier se verra ultérieurement affublé du titre de père de la chimie. Ce qui ne le préservera cependant pas de l'échafaud lors de la Révolution française. Pour illustrer, lorsque l'eau se transforme en gaz, c'est toujours de l'eau, pareillement constituée, mais qui a changé d'état. C'est comme si vous changiez de vêtements, ça modifie au mieux votre apparence, mais vous demeurez toujours la même personne. On tentera même au XVIIIe siècle de classer les minéraux, par exemple, un peu comme en sciences naturelles avec les espèces vivantes. Donc on constate bien au fil des siècles des choses sur la matière, on découvre de nouveaux éléments venant enrichir la connaissance à son sujet. Mais les plus gros mystères demeurent encore entiers. C'est à partir du XIXe siècle que les choses vont s'accélérer pour révéler ses plus gros secrets. C'est John Dalton, scientifique anglais, qui ouvre le bal de la science. J'ai toujours trouvé qu'il avait un côté Robin Williams personnellement. Peu importe. Alors c'est bien de lui dont il s'agit lorsque l'on parle de daltonisme, cette anomalie de perception de certaines couleurs. En effet, on raconte que c'est à l'approche de la trentaine, au moment de choisir un vêtement, qu'il aurait constaté qu'il ne percevait pas les couleurs de la même manière par rapport à la plupart des gens. Lui, personnellement, avancera que c'est plutôt lorsqu'il constata un décalage entre ce qu'il percevait des plantes et ce que d'autres botanistes observaient. Il avait déjà l'intuition que c'était génétique en remarquant que son frère avait le même problème. Bref, bouclons la parenthèse. Alors lui est très fan du principe de conservation de Lavoisier, d'autant qu'il pratique également la chimie. Il est aussi très adepte de la loi des proportions définies. Cette loi signifie que si vous prélevez un échantillon d'un composé pur, eh bien il serait composé à l'identique qu'un autre échantillon. Par exemple, une goutte d'eau pure aura par principe toujours la même composition. Autrement dit, à la base, il existe des choses de matière à l'état pur qui peuvent subir des transformations. Et pour lui, la théorie de l'atome explique tout ceci. Il avance l'hypothèse qu'il existe effectivement des éléments fondamentaux minuscules, irréductibles, comme une fraction irréductible en maths ou encore le point en géométrie. Éléments qui sont le socle, la base de toute matière. La matière est faite d'atomes. Il prolonge ensuite la vieille idée d'atomes crochus en avançant que l'association de ces éléments purs, basiques, peuvent aboutir à créer de la matière plus complexe. En gros, les divers objets de notre quotidien, de notre environnement, sont le produit d'associations d'atomes, 2 au minimum donc. Mais puisqu'ils sont présumés indivisibles, alors c'est nécessairement des atomes entiers qui pactisent ensemble. Il serait inconcevable que 2 quarts s'associent à une moitié par exemple. Mais on n'oublie pas Lavoisier. Il n'y a rien de nouveau, rien de perdu, les atomes associés sont toujours là en filigrane, en arrière-plan, simplement ils ont changé de costume. Quoi qu'il en soit, Dalton a le mérite d'avoir été le premier à proposer un modèle de l'atome et d'avoir avancé le concept de masse atomique. Faisons un bond à la fin du siècle, en 1897. Tout au long des décennies précédentes, il y eut un paquet de découvertes plus ou moins importantes que l'on va volontairement omettre afin de nous concentrer sur ce qui me paraît le plus essentiel. Ce qui est certain, c'est que le 19e siècle aura été très fécond dans la quête de la matière, siècle qui aura vraiment été un tournant
en la matière. Bref, en cette année 1897, un physicien anglais du nom de Thomson bosse sur les rayons et tubes cathodiques. Et le tube va évoquer quelque chose aux gens de ma génération et surtout aux plus âgés. Il est inventé quelques années auparavant par un certain William Crookes. Un tube cathodique est un tube en verre étanche dans lequel il y a de l'air à faible pression. Dedans, on y place deux électrodes chargées électriquement. Une chargée positivement, l'anode, l'autre chargée négativement, la cathode. La charge électrique permet de décrire certains comportements de la matière, mais expérimentalement, il a été constaté qu'elles sont opposées. Pour bien se le représenter, on parle de charge positive ou négative. Entre les électrodes du tube, on génère une haute tension, ce qui produit un faisceau de particules vers l'anode, mais depuis la cathode, d'où le nom de tube cathodique. Ce faisceau qui se dirige vers l'anode va la traverser pour percuter une couche de phosphore disposée dans la partie du tube opposée aux électrodes, et ainsi émettre de la lumière lorsqu'il y a contact. Le tube cathodique était utilisé dans les téléviseurs. C'est pour ça que les anciennes télés étaient profondes et non à écran plat comme aujourd'hui, car dedans, en fait, était placé un tube cathodique. Ce n'est maintenant plus le cas, la technologie LED et autres ayant permis de s'en passer, ce qui a rendu la technologie de la télé cathodique désuète. Bon, semble-t-il que les TV Thomson n'ont pas de rapport avec lui. Dommage, ça aurait été tellement adapté. Donc en gros, dans notre schéma du tube cathodique, Thomson a l'idée de placer deux plaques de charge électrique opposées de part et d'autre du flux cathodique. Et pour faire simple, le rayon fut dévié en direction de la plaque chargée positivement, comme attiré, et ce même en inversant l'agencement des plaques. Or, deux charges de même signe se repoussent. A l'inverse, deux charges de signe opposé s'attirent. Ça, c'est ce que l'on appelle la loi de Coulomb. Thomson en conclut alors que le rayon est chargé négativement. Il va plus loin en avançant que cette particule provient de l'atome, et au fil des expériences, constate que c'est invariable. Quel que soit le type de matériau des plaques utilisées, il y a toujours cette fluctuation observée dans le faisceau. Par l'expérience, c'est comme s'il avait extrait quelque chose et part du principe que l'atome contient une subdivision. Il vient ainsi casser, si j'ose dire, la vision de l'atome insécable, indivisible. Toutefois, le mot, ancré depuis des siècles maintenant, demeurera. D'ailleurs, le caractère divisible de l'atome n'interdit pas de le concevoir comme une chose élémentaire, basique, et plus généralement, n'annule pas les siècles d'avancée sur la matière. Cette charge électrique négative découverte sera baptisée électron. Mais pourquoi électron? Les Grecs avaient constaté, il y a fort longtemps, qu'il se passait quelque chose d'étrange lorsqu'ils frottaient de la fourrure sur de l'ambre. En effet, celle-ci semblait capable d'attirer à elle des choses. Ça intriguait au même titre que la foudre, par exemple. Les siècles s'écoulent et on progresse doucement dans la compréhension de l'électricité. Ce n'est pas à proprement parler le sujet du jour, mais on va mentionner quelques éléments intéressants. On a par exemple Pierre de Maricourt, un ingénieur militaire qui étudie les propriétés des aimants. Mais aussi et surtout l'anglais William Gilbert, qui publie un traité baptisé des magnétés, du magnétisme en français. Et parle alors d'Electricus, lorsqu'il s'intéresse à la propriété d'attraction de l'ambre. Et ambre, en grec, c'est électron, avec un K. Tout est lié. Revenons à notre découvreur de l'électron, M. Thomson. Pour lui, il est clair que l'atome, que l'on pourchasse depuis toujours, sans jamais parvenir à le contempler directement dans les yeux, est électriquement neutre, à comprendre ni positif ni négatif. Autrement dit, par principe, l'atome, dans son ensemble, n'est pas chargé électriquement, car ses composants, ses subdivisions, qui elles le sont, s'annulent, s'équilibrent. De ce fait, il présume qu'il doit exister quelque chose d'autre de nécessairement positif pour venir neutraliser la tambouille, une particule, un quelque chose de charge électrique positive pour venir équilibrer l'électron. Là, on commence à brûler. Mais l'heure du dénouement n'est pas encore venue. Super confiant, Thomson propose à son tour un modèle de l'atome. Pour expliciter son propos,
On a coutume de le représenter tel un pudding, dont les morceaux de raisin sont les électrons et la pâte les liants, une zone chargée électriquement. Mais si vous êtes plus franchouillard, mais tout aussi gourmand, ça peut aussi fonctionner avec une brioche aux pépites de chocolat. Pour ma part, c'est plutôt chocolat au lait. Thomson clôt également un vieux débat entre physiciens allemands et britanniques. Les premiers affirmaient que le flux cathodique devait être composé certes de particules, mais de particules de nature ondulatoire, qu'on a affaire à des ondes comme la lumière, alors que les seconds étaient partisans de particules chargées négativement et plutôt granulaires, donc des petits grains ressemblant à des grains qui sont projetés. Par l'expérience, il donna raison aux Britanniques, à plus forte raison qu'il établit que la vitesse des particules est incroyablement rapide. Donc premier bilan, on soupçonne fortement l'existence d'une particule de matière élémentaire qui aurait une charge électrique neutre, particule sécable dont l'une des subdivisions, qui est électriquement négative, a été formellement identifiée comme étant l'individu électron. Mais les enquêteurs scientifiques n'ont pas encore réussi à démasquer l'identité de la supposée subdivision chargée positivement. Du coup, qui est le complice dans l'opération matière ? Là encore, pour les acteurs de l'époque, il y a matière à débat. Poursuivons maintenant l'enquête avec Ernest Rutherford. Le néo-zélandais se révèle être déterminé à mettre en lumière cet inconnu qui nous manque cruellement. Avec l'aide d'assistants, il met au point une expérience dite de la feuille d'or. Alors précisons d'emblée qu'il est bien aidé par les récents travaux sur la radioactivité, notamment ceux de Pierre et Marie Curie. Dans sa célèbre expérience de la feuille d'or, Rutherford prit d'abord une boîte en plomb pourvue d'un petit trou, à l'intérieur de laquelle il passa un échantillon de radium, un métal radioactif qui émet des radiations. La plupart des radiations sont absorbées par le plomb, mais la partie non absorbée est en fait des particules alpha. Grosso modo, le fruit de la radioactivité. Particules qui forment un rayon passant par le petit trou, rayon projeté en direction d'une fine feuille d'or pour la frapper perpendiculairement. Et quand je dis fine, il faut imaginer quelque chose de bien plus fin qu'un millimètre, afin de permettre éventuellement au rayon de la traverser. Fine épaisseur que permet l'or justement, et non par goût de luxe parce que c'est classe. La dite feuille est entourée d'un écran détecteur qui produit une lumière en cas de contact avec une particule alpha, un peu à la manière de ce que l'on avait chez Thomson et son tube cathodique. En ayant en tête le modèle du pudding de Thomson, il conjecture que des particules passeront au travers de la feuille pour venir se loger au fond de l'écran détecteur. Pourquoi ? Eh bien, il faut se rappeler que dans ce modèle, les électrons sont supposés être liés uniformément par la fameuse charge positive, encore mystérieuse. Mais cette charge est répartie dans l'atome sans être concentrée. Alors on se retrouve avec une charge insuffisamment forte pour capturer efficacement toutes les particules qui vont la traverser. D'autant que celles-ci sont non seulement plus lourdes, mais également très rapides. Mais là, il faut aussi préciser que le rayon de particules alpha est projeté de manière rectiligne. Alors on s'attend à ce que les particules qui parviennent à traverser la feuille le fassent également de manière rectiligne, en ligne droite. Sauf qu'expérimentalement, on remarque que certaines d'entre elles sont largement déviées pour finir leur course ailleurs sur le capteur, comme si elles avaient rebondi sur quelque chose. Pour lui, c'est un gros choc, assimilable à un obus renvoyé par un mouchoir en papier. Du coup, il travaille pas mal pour interpréter ces résultats afin de mettre au point son propre modèle de l'atome un peu avant la Première Guerre mondiale. Pour lui, puisque c'est seulement une partie infime des particules qui a rebondi, la charge positive doit ainsi probablement être contenue dans un espace très réduit de l'atome, espace qui, par ailleurs, concentrerait la plupart de sa masse. C'est certainement sur cet espace que les particules ont rebondi. Quant aux autres particules ayant réussi à traverser sans problème, c'est sûrement dû au fait que l'atome doit contenir beaucoup de vide, et non la fameuse pâte liante de Thomson. Là, c'est une véritable cure d'amaigrissement pour le coup. Ce modèle est un super bond en avant dans la connaissance de l'atome. Mais tout en expliquant des choses, il soulève également des interrogations, notamment comment se fait-il que les électrons chargés négativement ne viennent pas s'associer à cette charge positive? Pourquoi restent-ils à bonne distance?
Oui, parce que pour Rutherford, à l'instar des astres orbitant autour du Soleil par exemple, les électrons orbiteraient dans un grand espace vide autour d'un noyau qui serait cette charge positive. Une idée similaire avait d'ailleurs été avancée par un physicien japonais du nom de Nagaoka. Mais les électrons ne s'écrasent cependant pas sur le noyau. Donc c'est assez bizarre. Rutherford continue son travail. Un jour, il se remet à catapulter des particules alpha sur diverses choses, diverses matières. Et l'hydrogène attire son attention. Pourquoi ? Parce qu'à ce moment-là, il y a des particules chargées, cette fois positivement, qui s'en échappent. Idem s'agissant du diazote. Du coup, il pressent une chose commune. Dans le noyau de l'azote, il doit y avoir de l'hydrogène, et va même plus loin en affirmant qu'il doit y avoir dans le noyau d'un atome de l'hydrogène. Or, à cette époque, on sait que cette chose-là, l'hydrogène, c'est ce qu'on trouve de plus léger. Dans la hiérarchie, il est donc premier par ordre croissant de masse, à la base. On reste ainsi dans l'univers grec, alpha, électron, etc. Et il baptise ça proton, à savoir en grec premier. Ainsi, le noyau n'est pas quelque chose d'insécable, car lui-même est sécable. Désolé Démocrite, mais plus le temps passe, plus tu te fais fissurer. Bref, on avance encore. Mais du coup, ça veut dire que dans le noyau, il y a des charges électriques positives. Pourtant, jusqu'ici on admet l'idée d'un noyau neutre. D'ailleurs, la loi de Coulomb établit avec certitude qu'elle devrait se repousser. Donc il y a toujours un truc qui cloche. Mais quoi au juste ? Alors là, même si, comme moi, vous n'êtes pas un expert en sciences, si vous avez bien suivi jusqu'ici, vous supposez peut-être des choses. Soit la loi de Coulomb est fausse, soit il existe une autre particule au sein du noyau, nécessairement chargée négativement, qui permet d'assurer une harmonie, une cohésion nucléaire, un équilibre du noyau. Mais la loi de Coulomb fonctionne. Grosso modo, en science, une loi est réputée vraie tant qu'il n'est pas démontré qu'elle est fausse. Mais Coulomb fonctionne vraiment, je le répète. Alors, c'est sûrement la deuxième hypothèse. L'enquête avance et c'est prometteur car le dénouement arrive. Continuons le jeu de piste. Avançons dans le temps pour nous placer en 1932. Notre scientifique du moment, c'est James Chadwick. Lui aussi est friand de bombarder des choses avec des particules alpha. C'est assez logique car à l'époque, les scientifiques collaborent souvent, étroitement, entre eux. Sa victime, à lui, sera une matière appelée beryllium. Là, c'est étrange, au cours du bombardement de particules, des radiations suspectes éjectent des protons. Il réfléchit, travaille, interprète et finit par conclure que ces radiations sont composées de particules. Leur masse est approximativement égale aux protons, mais neutres électriquement, et seront ainsi baptisés neutrons. Ça y est, nous y sommes. L'enquête est bouclée. Avec ces éléments découverts, toujours valables aujourd'hui, nous sommes en mesure d'expliquer, de décrire ce qu'est l'atome, autrement dit, ces grains de matière. Alors il y a évidemment des tas de choses que l'on pourrait rajouter, car la physique quantique, science s'intéressant aux atomes et autres particules, est une matière très féconde. Mais là, on a déjà tout ce qu'il nous faut pour nous intéresser au modèle de l'atome, c'est-à-dire le modèle communément admis aujourd'hui pour le décrire. Donc on va désormais s'y intéresser. Déjà, pour vous situer, l'atome est à peu près 1 million de fois plus petit que l'épaisseur d'un cheveu. L'atome, dans son ensemble, est neutre. Il est composé de particules subatomiques. Et en son cœur, il y a des neutrons de charge neutre et des protons de charge positive. Autour de ce noyau circulent des électrons de charge négative. Les neutrons et les protons composant le noyau sont parfois regroupés et désignés par l'appellation nucléon. Donc nucléon renvoie indistinctement aux protons et aux neutrons. C'est plus simple. On voit encore, comme le terme nucléaire,
que nucléon évoque le noyau. Ce qui lie ensemble protons et neutrons, c'est un phénomène physique très important appelé interaction forte, permettant notamment à la matière d'avoir de la consistance. J'ajoute que protons et électrons, tous deux de charge électrique opposée, s'échangent en permanence des particules appelées photons. Cet échange, appelé interaction électromagnétique, participe aussi à maintenir le tout dans un ensemble cohérent. Par ailleurs, on le verra plus tard, les atomes peuvent former des associations, et là aussi, cette interaction joue le rôle de trait d'union. Pour que l'atome demeure neutre, il convient qu'il y ait autant d'électrons que de protons. Donc la connaissance de la quantité d'électrons permet de déduire le nombre de protons, et inversement. Les neutrons n'étant pas chargés, étant neutres électriquement, ne participent ainsi pas à l'équilibre. Puisque le noyau concentre la quasi-totalité de la masse, eh bien la masse de celui-ci détermine la masse de l'atome dans son ensemble. La masse restante, infime, est ainsi négligeable et donc ignorée. Un atome a une notation spécifique. X désigne classiquement le symbole de l'élément en question, mais ça on en parle après. A, c'est le nombre de nucléons, aussi appelé masse atomique, et Z, le nombre de protons, également appelé numéro atomique. Pour déterminer le nombre de neutrons, il suffit de retrancher au nucléon le nombre de protons. Il est possible que ça aboutisse à ce qu'il n'y ait tout simplement pas de neutrons. On a pu dire que les électrons gravitent autour du noyau. Alors, ce n'est pas une gravité assimilable à celle des astres. Attention. Ce qui est sûr, c'est qu'ils circulent autour du noyau. Déjà, ils sont incroyablement distants du noyau. Pour vous donner une idée, c'est comme si, par exemple, ce dernier était une tête d'épingle et que les électrons les plus proches étaient situés à 50 mètres de celle-ci, sachant que ceux-ci sont grands comme un grain de poussière. Donc, si on prend un schéma, en général, les échelles ne sont évidemment pas réalistes. Alors, ils se déplacent suivant une trajectoire régulière, sur des plans différents, mais surtout sur des couches différentes. Par exemple, là on a une vue du dessus en coupe. Il a été établi que les électrons se répartissent sur 3 couches généralement, K, L et M, mais ça peut aller au-delà. K pouvant contenir au maximum 2 électrons, L 8 et M 18. Ces couches, c'est ce que l'on appelle la structure électronique de l'atome, ou couche électronique de l'atome. En bref, tout ce que l'on vient de voir, c'est la base d'un atome. Toutefois, un atome peut revêtir des spécificités qui le différencient d'autres atomes, un peu comme il existe par exemple plusieurs races de chiens. Pour étudier la matière et observer les atomes, on utilise notamment ce que l'on appelle un microscope à effet tunnel. Plus la masse atomique est élevée, donc plus il y a de nucléons, et plus l'atome est lourd. Et ce qui différencie les atomes entre eux, c'est le nombre de protons contenus dans le noyau. Prenons l'exemple de l'atome de carbone, noté grand C. C représente l'élément en question, 12 son nombre de nucléons, comprenant 6 protons, c'est-à-dire un numéro atomique 6, et une masse atomique de 12. Ainsi, la matière est composée de particules basiques, pures, appelées atomes, qui ont un schéma d'attributs fondamentaux. Cependant, ils peuvent tout de même être différenciés les uns des autres, tout en gardant leur nature d'atomes. À partir de là, on va nommer les atomes éléments et même éléments chimiques. Dans la nature, la matière est composée d'atomes qui se regroupent pour former des choses complexes. Mais s'il existait un seul et unique élément chimique qui ne varierait jamais, eh bien, assembler la même chose ne produirait rien de complexe. Et l'univers tel que nous le connaissons n'existerait tout simplement pas. Et on ne serait d'ailleurs pas présent pour en parler. On va donc voir les différentes espèces d'atomes, les différents éléments chimiques. Plus tôt, on a parlé de John Dalton. En son temps, il avait déjà eu l'envie de classer les différents éléments que l'on connaissait à l'époque. Car oui, on était déjà parvenu à discerner que l'or ce n'est pas du bronze, que ce n'est pas non plus du fer, qu'il y a des gaz. En somme, on concevait déjà que la matière était variée et pouvait se complexifier. Mais l'apport majeur en matière de classification, c'est évidemment celui de Mendeleïev. Cet illustre scientifique russe du 19e siècle
reste quelqu'un dont on ignore beaucoup d'aspects personnels. Qu'importe, ce qui nous intéresse, c'est son célébrissime tableau périodique des éléments. Autrement dit, sa classification des différents atomes. De prime abord, le tableau paraît complexe, mais il reste accessible justement car il a été conçu ingénieusement. Il faut préciser que le tableau est une représentation visuelle, une compilation, si j'ose dire, de plusieurs constatations que Mendeleïev publie en 1869. Il y eut des tas de mises à jour jusqu'à aujourd'hui. Mendeleïev énonce plusieurs choses. Déjà, on prend les éléments chimiques connus et on les classe par masse atomique croissante. Et lorsque l'on opère un tel ordonnancement, on remarque une périodicité de leurs propriétés chimiques. Autrement dit, périodiquement, de manière cyclique, il y a des propriétés qui reviennent. On va y revenir. Et Mendeleïev observe que les éléments qui ont des propriétés chimiques semblables ont soit des masses atomiques semblables, soit des masses atomiques croissantes de façon arithmétique. Autrement dit, en gros, les masses ont des différences régulières. Il remarque ensuite quelque chose sur la valence. La valence, c'est la capacité d'un élément de se voir greffer d'autres éléments. Certains peuvent, entre guillemets, dealer avec plusieurs autres, d'autres ne peuvent pas s'associer. Il constate qu'il y a un lien entre leur position dans le tableau et leur aptitude à s'associer. En outre, il postule que les éléments les plus légers sont les plus répandus dans la nature. À comprendre que plus l'atome sera lourd, plus il sera rare en milieu naturel. Il affirme aussi que c'est la valeur de la masse atomique qui détermine les propriétés des éléments chimiques. À son époque, on connaît beaucoup moins d'éléments qu'aujourd'hui. Alors il tient le pari, d'ailleurs réussi, que d'autres éléments seront découverts et que grâce à la masse, il est possible de prédire certaines propriétés des éléments. Vous l'aurez compris, connaître la masse d'un atome, c'est précieux. On précisera par ailleurs qu'à cette époque, on ne connaît pas les couches électroniques et ce qui compose l'atome. Donc au fond, ces trouvailles sont génialissimes, car avec peu d'outils, Mendeleïev bâtit une œuvre grandiose. Étudions le tableau actuel. Il y a 18 colonnes et 7 lignes, pour un total actuel de 118 éléments. Déjà, on prend les éléments chimiques connus et on les classe par ordre de masse atomique, donc du plus léger au plus lourd. Et dès que la première couche électronique est saturée, on change de ligne tout simplement. Chacune des lignes correspond à une couche entamée. La première entame K, la deuxième L, la troisième M, etc. En fait, on appelle une ligne une période. En plus, si on regarde bien, chaque colonne a le même nombre d'électrons sur sa couche externe. Chaque colonne tend à former une famille chimique. En bref, pour le moment, chaque atome appartient à une période et une famille. Un peu comme nous avons une famille et une bande d'amis. Pour la première colonne, par exemple, il s'agit de la famille des alcalins, à l'exception de l'hydrogène qui est un cas à part. On a dit qu'il y a une périodicité dans les éléments, que leurs propriétés reviennent avec régularité. Les propriétés chimiques d'un élément sont 1. Sa masse atomique, 2. Son rayon atomique, 3. Son électronégativité, 4. L'énergie d'ionisation. Alors on a déjà défini la masse atomique, on ne va pas y revenir. Elle augmente selon que l'on circule de gauche à droite ou de haut en bas du tableau. Le rayon atomique, c'est grosso modo le nombre de couches électroniques. Plus on descend en ligne, plus il y en a. Le rayon variera en fonction du nombre de couches. Et dans le même temps, plus le noyau est chargé, plus il attire à lui d'électrons. Un peu comme Brad Pitt avec les femmes, ce qui implique une réduction du rayon. Donc celui-ci varie selon deux facteurs. De haut en bas, avec de plus en plus de couches, mais de droite à gauche, avec de moins en moins d'attraction de son noyau. Donc plus vous vous situez à gauche, plus le rayon sera grand et l'attraction faible. D'accord, donc ça veut dire que Brad est forcément un mec de droite
et que DSK n'avait pas de succès avec les femmes. Mais non, mais manquerait plus que les particules se mettent à la politique. Sans transition, l'électronégativité est un mot barbare pour désigner la capacité du noyau à attirer les électrons de la couche la plus externe, mais aussi ceux d'atomes voisins. Les électrons de cette ultime couche sont appelés électrons de valence, car c'est eux qui jouent un rôle lorsqu'il s'agit de s'associer avec un autre atome. Ce sont un peu les négociateurs, ceux qui signent le contrat d'association, ou encore ce sont les ambassadeurs qui signent des traités d'alliance entre États. Or, on vient de dire que plus on se situe à droite du tableau, plus le noyau est attractif car bourré de protons. Donc l'électronégativité augmente aussi au fur et à mesure que l'on se déplace vers la droite. Et là où c'est super logique, eh bien, c'est que si l'on remobilise le fait que plus on descend, plus il y a de couches, fort logiquement, ça va augmenter la distance séparant le noyau des électrons. Et donc l'électronégativité va chuter. Et puis il faut dire que ça commence à faire beaucoup d'électrons à attirer, car ils sont nombreux à s'interposer sur différentes couches entre le noyau et les électrons de valence. Enfin, parlons de l'énergie d'ionisation. C'est le pouvoir magique nécessaire pour arracher un électron à un atome. Là, il n'est plus vraiment question de faire un traité. En gros, c'est du vol pour ne pas dire un kidnapping. Si beaucoup d'énergie est requise, alors l'électron est difficile à voler. Ainsi, plus un noyau sera électronégatif, plus il sera difficile de lui prendre un électron. Pour illustrer, si je garde serré contre moi ma peluche, il sera plus difficile de me l'arracher que si je la tiens mollement du bout du bras. En résumé, premier cas, je me situe dans la partie supérieure gauche du tableau périodique. Là, mon atome est en principe léger et possède peu de couches électroniques. Le rayon atomique est grand. Son électronégativité sera modérée, tout comme l'énergie d'ionisation. Deuxième cas, je suis dans le coin inférieur droit du tableau. Là, mon élément est en principe lourd, pourvu de nombreuses couches électroniques et d'un rayon réduit. Son électronégativité sera assez élevée. Petite précision, lorsque le nombre de protons varie, eh bien on a affaire à un autre élément chimique, tout simplement. Mais si c'est le nombre de neutrons qui varie, alors là on est toujours en présence du même élément, mais on dira de celui-ci qu'il est isotope. D'ailleurs en grec, isotope signifie au même endroit. Par exemple le fer est l'isotope du fer, ou encore le carbone et son célèbre isotope, le carbone 14, dont on se sert notamment en archéologie pour dater l'âge des fossiles. Personnellement, je vous conseille d'aller jeter un œil au nom des divers éléments, certains sont assez intrigants. Je précise que certains éléments ne sont pas naturels mais issus de la main de l'homme, fabriqués en laboratoire. Ils sont donc en théorie uniques dans l'univers. Alors tout ce qui est énoncé, c'est une généralité, il existe des subtilités qu'on va omettre. Bon, c'est bien beau tout ça, mais ça ne m'explique pas la complexité de la matière. Tu m'as parlé de possibilité de s'associer, on le développe ça ou pas ? Pas de souci, on y vient immédiatement. Dans la nature, tous les atomes ne sont pas stables tout seuls. Certains, au bout d'une durée plutôt courte ou plutôt longue, se désintègrent. Comme si, pour vivre sereinement, ils avaient besoin de quelque chose. Mais déjà, parlons des éléments chimiques de la 18e colonne. Ce sont les gaz nobles. Alors ils ne possèdent pas de titre nobiliaire, ils ne s'appellent pas archiduc, comte ou encore baron, non. D'ailleurs, ces gaz sont aussi appelés gaz parfaits ou gaz rares. Bon, c'est vrai que, dit comme ça, ils ont l'air quand même un minimum classe. Et pour cause, ce sont les seuls éléments qui arrivent à vivre tranquillement leur vie en mode loup solitaire. En solo, ils sont stables. Revenons à nos atomes instables, limite dépressifs. L'idéal, ce serait qu'un atome solitaire ait un ami, une copine, une peluche, bref, ce que vous voulez qui lui permette de se stabiliser.
Alors la première chose possible, c'est que les atomes piquent à d'autres atomes des électrons, et on vient de voir qu'un atome a tout ce qu'il faut pour être un voleur en règle. Si on m'avait dit un jour que la base de l'univers c'était le vol, du coup c'est normal de voler. Non. Revenons à nos moutons. En fait, un atome qui gagne ou perd un électron s'appelle un ion. Par exemple, le fluor. Seul, il contient 9 protons et donc 9 électrons gravitant autour. S'il gagne par exemple un électron, eh bien il ne sera plus neutre mais de charge négative. On le note alors F-. S'il avait perdu un électron, la charge positive des protons l'aurait emporté et du coup il serait chargé positivement et on le noterait F+. S'il avait perdu non pas un mais 2 électrons, admettons, on noterait alors F2+. Quand un atome devient un ion négatif, on appelle ça un anion. A l'inverse, s'il se mue en ion positif, alors on baptise ça un cation. L'autre astuce entre guillemets plus légale, c'est l'association de deux atomes au moins par le biais de liaisons chimiques pour former les fameuses molécules. L'eau par exemple est l'association de deux atomes d'hydrogène et d'un atome d'oxygène, et se note H2O. C'est ce type de partenariat entre atomes qui constitue la matière complexe de notre univers. D'ailleurs, sans être trop expert, il est possible de deviner la composition d'une molécule rien qu'à l'observation de sa formule chimique. Donc quand on y pense, ce bon vieux Démocrite était loin d'être idiot avec son idée d'atome crochu, et Dalton avait flairé en son temps le concept de molécule. Il existe aujourd'hui un pan de la science qui travaille à créer des matériaux qui peuvent servir l'homme sans desservir la nature. C'est grâce aux avancées scientifiques sur la matière que l'on est capable de les perfectionner. Pour dresser un bilan, la matière est tout simplement composée de choses extrêmement petites, appelées molécules, qui elles-mêmes sont un agrégat d'atomes. Bon, je pense qu'enfin on sait ce qu'est la matière désormais. Oui, on aura abondamment abordé la chose. Vous pouvez partir maintenant ou vous pouvez rester encore un peu, histoire que je vous parle brièvement de centrales nucléaires et de bombes atomiques. C'est cadeau. Dans une centrale, le concept est assez simple. On pratique la fission nucléaire. En fait, on va fendre des noyaux d'atomes lourds, ce qui produit beaucoup d'énergie. Bon, Démocrite, faudra te faire à l'idée qu'un atome est bien sécable, même si tu ne m'entends pas. Les meilleurs candidats à la fission sont l'uranium-235 et le plutonium-239. La dite fission est provoquée par l'implant forcé d'un neutron dans le noyau. Et cette fission produit d'autres neutrons bonus qui vont pouvoir potentiellement percuter d'autres noyaux et ainsi générer des fissions en cascade. La chaleur produite est entre autres réexploitée pour être convertie en énergie, notamment au moyen de turbines. La France est un pays assez avancé en la matière. Avec la bombe atomique ou bombe nucléaire, eh bien c'est peu ou prou le même concept, à ceci près que la centrale vise à nous procurer de l'énergie, alors que la bombe est une arme de destruction massive. Comme quoi, la science peut avoir diverses finalités. Et voilà, c'est fini pour cette vidéo qui aura été quand même bien conséquente. J'espère qu'elle aura été constructive et qu'elle vous aura plu. La prochaine fois, nous voyagerons aussi loin que possible dans le temps pour voir d'où nous vient la matière. Si l'envie vous prend de promouvoir cette vidéo, alors n'hésitez pas à la partager ou à lui mettre un pouce vers le haut. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode Astro Perché.